Épisode 8. Financement des médias au Québec et intégrité journalistique, la solution. Bonjour tout le monde, c'est avec un immense plaisir que j'enregistre aujourd'hui le 8e épisode du Parti royaliste du Québec. On va s'attaquer à un dossier qui est à la fois un sujet d'actualité, mais aussi une question fondamentale de société qui suscite un débat polarisant, la question du financement des médias au Québec et de l'intégrité journalistique. On peut séparer le contenu de la capsule en 3 parties. Premièrement, on va tenter de comprendre le problème qu'on pourrait appeler l'équilibre médiatique. Ensuite, on va proposer notre solution, qui est l'instauration d'une cote journalistique populaire. Et finalement, on va expliquer pourquoi la solution proposée doit être établie dans un régime monarchique si on souhaite qu'elle dure dans le temps. Est-ce que l'État doit donner de l'argent aux médias? C'est un débat polarisant. D'un côté, on a les gens qui croient que si l'État n'aide pas les médias, il y a des individus qui vont finir par se ramasser avec le contrôle d'une grande quantité de médias, ce qui sera néfaste à la liberté de presse. De l'autre côté, il y a les gens qui trouvent que les médias de masse servent à manipuler la population plutôt qu'à l'informer, et ces gens-là veulent pas que l'argent de l'État serve à financer ça. Quand je pense aux gens de la première catégorie, la première chose qui me vient en tête, c'est Catherine Dorion, dans un moment d'anthologie qu'on peut se rappeler. Monsieur Pellado, si vous achetez Capital Média, comment est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas 6 journaux de plus où il va être tabou de vous critiquer, vous, au Québécois, qu'il n'y aura pas 6 journaux de plus qui vont faire la promotion de Helix, de Vidéotron, du Centre Vidéotron et de toutes les autres affaires que vous possédez? De l'autre côté, il y a des gens qui constatent qu'il y a des journalistes et des chroniqueurs qu'on pourrait qualifier de corrompus dans les médias. J'ai pas l'intention de pointer personne du doigt, mais si le gouvernement le plus corrompu de notre histoire a pu tenir aussi longtemps, il a bien fallu qu'il y ait un appui médiatique à quelque part, que ce soit simplement pour compenser tous les journalistes et chroniqueurs qui en faisaient la dénonciation. Les gens qui sont conscients de ça, qui sont conscients qu'il y a dans les médias des gens qui travaillent de concert avec les organisations qui payent l'État, leur raisonnement c'est que c'est déjà épouvantable que du monde gagne leur vie à tromper les gens. S'ils font en plus que leur paie vienne de l'argent des contribuables, ça serait d'ajouter l'insulte à l'injure. On peut résumer la polarisation du débat comme d'un côté, ceux qui croient que c'est du rôle de l'État d'assurer la liberté de presse, et de l'autre, que ça ne devrait pas être le rôle de l'État de fournir à des organisations des outils pour piller la nation. Pierre Lapointe, dans un passage à Tout le monde en parle, a donné son avis sur le sujet. On va en écouter un extrait. Quand on enlève les médias, là, il y a une espèce de haine pour les médias. Je ne comprends pas. On doit avoir une diversité d'opinions dans les médias. C'est nécessaire pour la démocratie. C'est parce que les médias sont les empêcheurs de tourner en rond. Parce que les médias, les journalistes d'enquête, entre autres, vont surveiller les politiciens, vont surveiller les grandes entreprises et vont s'assurer de sortir les histoires quand c'est le temps. Il n'y a pas un journal qui est impartial. Les journalistes ne sont pas vraiment impartiaux. Par contre, en additionnant toute cette diversité d'opinions-là, qui est très, très importante, on finit par garder un équilibre. Tout est en train de s'effondrer. Pierre Lapointe nous parle d'un équilibre. Bon, est-ce qu'on est dans une situation d'équilibre ou de déséquilibre? On va creuser ça un peu en analysant le rapport de 2 facteurs. La quantité de journalistes et de chroniqueurs corrompus actifs et les moyens mis à leur disposition. En proportion, combien il y a de journalistes et de chroniqueurs corrompus actifs au Québec? On va l'estimer avec le principe de Pareto. Principe selon lequel, dans certaines situations, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. On va donc poser que 80% de ce qu'on pourrait appeler le contenu médiatique trompeur, c'est-à-dire les fake news, les informations présentées de façon tendancieuse, les publi-reportages masqués, sont le fruit de 20% de tous les journalistes et chroniqueurs du Québec. Le deuxième facteur, c'est les moyens qui sont mis à la disposition des journalistes et chroniqueurs corrompus. Les moyens dont jouissent les personnalités journalistiques qui sont pas vraiment intègres sont pratiquement infiniment plus grands que les moyens à la disposition de ceux qu'ils sont. Le but ultime des emprunts médiatiques, c'est pas d'aller chercher des gros revenus publicitaires, mais c'est d'avoir le contrôle sur les débats de société, sur ce qui devient socialement admissible de penser. C'est ça qui est le plus payant. Si on prend l'exemple d'un journaliste ou d'un chroniqueur qui travaille pour faire élire un parti politique corrompu, il travaille en réalité à placer une organisation politique dans une situation où elle aura le contrôle du trésor public. La fin justifiant les moyens, les campagnes médiatiques politiques sont à peu près toujours rentables, du moment qu'elles atteignent leur but. De son côté, le journaliste intègre a comme moyen son salaire et ce que l'entreprise pour laquelle il travaille met à sa disposition, et sa bonne conscience. Pour illustrer le déséquilibre dans les moyens, on peut prendre le cas du dossier impliquant Marie-Maude Denis,
que quelqu'un pourrait résumer comme « Des se servent du système de justice pour nuire au travail d'une journaliste intègre ». Ça frappe, mais pourtant c'est quelque chose qu'on considère comme normal. Et ça serait chose surprenante de voir un regroupement d'honnêtes citoyens se servir du système de justice pour mettre des bâtons dans les roues de journalistes corrompus. Ça serait surprenant parce que ça exigerait beaucoup d'efforts de la part des citoyens honnêtes pour au final donner peu de résultats directs sur leur vie. Tandis que pour des corrompus qui sont bien servis en conseil d'hommes de loi, c'est le genre de besogne qui fait partie de leur quotidien. C'est pas non plus inusité de voir un journaliste qui, après sa carrière, fasse le saut en politique ou encore se voit octroyer un privilège lié à la fonction publique, comme par exemple être nommé au Sénat canadien. C'est encore quelque chose qu'on considère comme normal. On a vu que l'équilibre médiatique au Québec reposait sur 2 facteurs. Est-ce qu'on peut réellement espérer s'attaquer aux moyens que les organisations politiques ont à leur disposition? J'ai tendance à penser que ce serait difficile. Mais pour la quantité de journalistes et de chroniqueurs au Québec, il y a de quoi à faire. Voyons maintenant la solution que le Parti royaliste du Québec propose. Imaginons un monde où l'État subventionne les médias d'information pour payer les journalistes et les chroniqueurs, mais sous 2 conditions. L'inscription de chaque journaliste et chroniqueur employé par une organisation médiatique subventionnée dans un registre et un règlement visant à ce que tous les articles et reportages des médias subventionnés soient signés par un journaliste ou un chroniqueur enregistré. Avec ce registre-là, on va pouvoir créer un portail avec lequel tous les électeurs du Québec pourront se connecter afin de donner une cote et leurs avis sur les personnalités journalistiques. Ça donnerait une plateforme qui ressemblerait à un site comme Metacritic, sauf qu'au lieu d'avoir pour objet de critique des jeux vidéo ou des films, on aurait des journalistes et des chroniqueurs subventionnés, et au lieu que les utilisateurs soient des membres anonymes, ce seraient des contribuables québécois. Avec un système comme celui-là, chaque journaliste et chroniqueur actif finirait par avoir une cote directement basée sur l'évaluation que le peuple se fait de son travail. On peut s'attendre à ce que dans un tel système, il se forme une fraternité de journalistes qui s'attribuent entre eux des hautes notes afin de maintenir une bonne cote. Mais les pires journalistes en termes d'intégrité devraient éventuellement être débusqués. Il y aura les bons journalistes qui auront une très bonne cote, les polarisants ou les polémistes qui devraient logiquement avoir une cote moyenne puisqu'une partie de la population leur donnera une bonne cote pendant qu'une autre leur en donnera une mauvaise. Il y aura les corrompus qui, malgré que leurs amis leur donneront des bonnes cotes, ça ne pourra pas compenser les centaines de milliers de citoyens qui auront compris la nature de leur travail. La cote journalistique populaire sera publique, ce qui fera en sorte que les personnalités médiatiques malhonnêtes pourront plus faire d'aussi longue carrière que ce qu'on avait l'habitude de voir. Ça nous donnera une cohorte médiatique qui sera en partie subventionnée par l'État, donc par le peuple, mais qui sera aussi jugée par le peuple, pour au final avoir une sorte de garantie que les médias serviront à informer la population et non à la tromper au profit d'organisations politiques qui en tireraient des intérêts. Finalement, pourquoi un régime de type monarchique est nécessaire pour cette solution? Comme on a déjà expliqué dans les capsules précédentes, la différence fondamentale entre un régime monarchique et un régime républicain, c'est que dans une monarchie, le chef d'État occupe une fonction distincte du chef du gouvernement et est nommé pour une période indéfinie, tandis que dans un régime de type république, la fonction du chef d'État est souvent confondue avec celle du chef de gouvernement, qui est normalement occupé par un chef de parti politique pour une période limitée. Notre régime actuel au Québec est officiellement une monarchie constitutionnelle, mais dans laquelle le chef d'État, la reine Élisabeth II, et son représentant, le lieutenant-gouverneur du Québec, n'ont pas vraiment de rôle concret à jouer. On pourrait donc argumenter que par l'absence d'un monarque, le chef du gouvernement est la personnalité politique qui possède le plus de pouvoir sans avoir vraiment rien à son niveau ou au-dessus de lui pour le compenser, ce qui s'apparente à une république. Imaginons que le gouvernement actuel, sous le régime actuel, trouve l'idée bonne et qu'il décide d'instaurer la cote journalistique populaire. Ça va durer le temps que le gouvernement qui l'instaure est là. Mais rien garantit qu'à une éventuelle élection, dans 3, 7 ou 11 ans, un parti politique malveillant ne sera pas élu. À ce moment-là, qu'est-ce qui l'empêchera de mettre un terme à ce système de cotation? Ce parti politique, adversaire de l'intégrité, pourrait bien nommer quelqu'un à la tête de ce système qui aura comme seul mandat de s'organiser pour le faire dérailler. Que ce soit en le faisant boguer, en créant un scandale à l'interne, comme par exemple de la fuite de données personnelles, ou encore s'arranger pour en perdre le contrôle des coûts, pour qu'à la fin, qu'on puisse faire croire à la population qu'on met fin à ça pour des bonnes raisons. Un État qui veut progresser doit mettre ses innovations à l'abri des gouvernements potentiellement malfaiteurs à venir. C'est pour cette raison qu'il faut avoir une institution qui soit au-dessus des gouvernements
et qui veille au maintien de l'intégrité de l'État et à sa protection face à l'avidité des organisations politiques corrompues. Cette institution, qui assurera la continuité, on pourrait nommer ça la couronne. Cette direction, on pourrait nommer ça le Conseil du trône, et son plus haut représentant, mais c'est notre monarque. Merci tout le monde. À la prochaine.